Salam alaikum Azul, bonsoir. La tentative de coup d'État, de coup de force, de putsch en Turquie semble avoir définitivement échoué. Et de mon point de vue, ce 15 juillet qui a connu donc cette tentative de putsch, mais qui a connu aussi son échec, sera une date historique. Non seulement sur un plan purement turc, mais aussi pour tous les pays musulmans qui aspirent à entrer dans une vraie phase de démocratie, tout en gardant leur particularisme, tout en gardant leur fondement civilisationnel, si tant est que ce sera leur désir et leur volonté. Certains ont été tentés, malgré la proximité de la Turquie avec l'Europe, malgré sa qualité de membre avec l'OTAN, malgré l'équilibrisme, j'allais dire presque forcé, de l'État turc, l'équilibrisme politicien, jusqu'à aller aménager à un point extrême Israël, qui est, qu'on le veuille ou non, un partenaire, qui est devenu un partenaire. Malgré tout ça, certaines parties ne parvenaient pas à avaler le fait que des islamistes puissent donc prendre le pouvoir dans un État aussi puissant, aussi bien placé, aussi bien favorisé que la Turquie, aussi proche de l'Europe, et le garder. Et donc, ils ont tout misé sur une armée dont ils pensaient qu'elle restait profondément, non seulement laïcisante, mais susceptible de recourir à la force pour mettre fin à cette aventure, entre guillemets, comme il l'a qualifiée. Et donc, beaucoup ont pensé que dans le sillage de ce qui s'est passé en Algérie et en Égypte, qu'il était tout à fait prévisible que le même processus se déroule dans de mêmes conditions et que les islamistes soient chassés de Turquie. Or, il s'est passé que la Turquie n'est ni l'Algérie, ni l'Égypte, tout simplement. Même si beaucoup de gens se sont trompés et qu'ils ont fait un amalgame très douteux pour ce qui est non seulement du contexte, mais aussi de la nature de ce qu'est l'État turc, l'État d'Erdogan, le gouvernement d'Erdogan, et l'état d'esprit du peuple turc. Parce que ce qui s'est passé hier, et c'est pour ça que je dis que c'est une phase historique, parce que hier nous avons assisté à la naissance de la véritable démocratie, d'une véritable synergie démocratique au sein de la Turquie. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, quand le coup d'État a eu lieu, le putsch de 1992, ceux qui sont sortis dans la rue, c'était les partisans du fils, d'une manière générale, il faut le dire. Et ceux qui étaient du côté des putschistes, c'était les journalistes, c'était les intellectuels, c'était les institutions, si on peut les nommer ainsi, les élus, et d'une manière générale, ceux qui n'étaient pas pour ou contre le fils n'étaient ni pour ni contre les putschistes, donc ont assisté en observateur. Et il s'est passé à peu près la même chose en Égypte. Or, en Turquie, dès les premières heures, quand les Turcs ont appris la nouvelle, dès que le Premier ministre, par voie de Twitter, a donné l'information, les Turcs ont commencé à sortir dans la rue. Toute idéologie, toute mouvance, toute obédience confondue. Tous refusaient le coup de force. Dans le même temps, pendant que l'armée occupait, investissait, prenait possession des chaînes de télévision, dans toutes les chaînes de télévision où il y a eu l'intrusion des militaires, les journalistes ont résisté. Ils se sont opposés aux militaires qui prenaient possession de leur chaîne de télévision. Dans le même temps, tous les partis politiques, ou presque tous, quels qu'ils soient, jusqu'à ceux qui sont d'obédience tout à fait laïque et qui sont revendiques, se sont opposés au coup de force. La police s'est opposée au coup de force. L'armée
y compris son chef d'état-major. Et la majorité des officiers supérieurs de l'armée, ils se sont opposés au coup de force. Et il y a eu des morts, il y a eu des blessés, en nombre, un grand nombre, nous dirons le chiffre tout à l'heure. Mais tout de suite, tout le monde a compris que le coup de force ne connaîtrait pas le jour, qu'il serait défait avant l'aube peut-être. Et les démocraties occidentales, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui avaient réagi de façon pour le moins timorée, qui avaient émis des communiqués mièvres qui ne voulaient rien dire en fait, qui appelaient à la pondération, à éviter le bain de sang, mais qui n'ont en aucun cas soutenu la légitimité en Turquie de façon vigoureuse, alors que la Turquie était membre de l'OTAN. Alors que tout un chacun sait que le gouvernement élu est issu d'un pouvoir législatif élu démocratiquement par le peuple turc. Pourtant, ces puissances occidentales ont non seulement condamné du bout des lèvres, et encore quand je suis condamné, j'exagère un peu, mais il semble même qu'ils aient donné un certain feu vert. Parce qu'on imagine très mal que des officiers turcs, que des généraux turcs puissent s'engager dans une telle aventure s'ils n'avaient pas eu des garanties, ou du moins un assentiment bienveillant. Par ailleurs, et d'autre part, nous avons appris il y a quelques heures que l'armée turque vient d'encercler une base américaine, d'où serait partie une assistance logistique considérable pour les putschistes. Nous avons appris aussi que la fermeture des représentations diplomatiques en Turquie, ambassades et consulats, soi-disant pour des considérations sécuritaires, pourrait être liée aussi à cette situation. Je n'en dirai pas plus, sauf que je considère personnellement, et j'espère que nous pourrons en parler avec nos invités, que cette date du 15 juillet sera un repère historique et que plus rien ne sera comme avant. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anwar Haddam, président du MLJS, Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur du DRS, Yassil Simselk, président de l'Union des Turcs européens démocrates en duplex de Paris, Karim Tabou, président de l'UDS, Sonia Zarqawi, membre du collectif Les Semeurs Tunis. Et nous commencerons par Yassil Simselk. Merci d'être avec nous, Yassil Simselk. Nous avons invité. Merci. Je ne vous ai pas très bien entendu. Vous êtes président de l'Union des Turcs européens démocrates. Voilà, je suis le président de l'UETD, ce qu'on appelle l'Union européenne turkish démocrate, c'est l'Union des démocrates turcs européens, qui est basée à Cannes, mais en France, on est à Paris, créé en 2006. Voilà. Alors, aujourd'hui, le monde entier découvre que les Turcs, ce n'est pas seulement une façade de démocratie, que ce n'était pas un discours creux, et que quand il a fallu que les Turcs défendent leur volonté, la légitimité, y compris les Turcs qui n'ont pas choisi cette tendance cette mouvance qui a aujourd'hui le pouvoir, tous sont sortis, y compris des institutions, y compris des partis politiques, y compris la police, y compris l'armée. Essayez de nous expliquer, les journalistes, les intellectuels, essayez de nous expliquer un peu, pour nous qui ne comprenons pas très bien, nous qui avons subi le coup d'État en Algérie notamment, en Égypte, sans trop de, j'allais dire, de réaction de la société civile. Oui, exact. Effectivement, en Turquie, ça s'est passé un peu le contraire, si vous voulez. Parce que dès qu'on a senti qu'il y allait avoir un coup d'État, si vous voulez, des putschistes, parce que ça s'est commencé vers le soir, hein, sur le coup même dans l'après-midi, on sentait que ça bougeait un peu. Le peuple a réagi tout de suite, si vous voulez. Donc, et surtout après l'annonce de monsieur le président, M. Erdogan, comme quoi descendez dans les rues, descendez et appropriez, je dirais, et donnez votre soutien au gouvernement élu et à votre président élu, tenez en force la démocratie, la démocratie chère. D'ailleurs, c'est qu'on a payé très cher, nous, en Turquie. Hein. On a eu des coups d'État, on en a eu plusieurs dans les années 60, dans les années 80. D'ailleurs, la constitution actuelle qui est en vigueur, c'est la constitution unitariste qui a été faite en 1981.
c'est un peu c'était un peu le problème, je dirais, de la Turquie, de la Turquie actuelle en fait. Hein. Donc, on sentait qu'il y allait avoir une chose comme ça, et donc le peuple, sans tarder, a réagi à cette donc à l'ordre du Reis, de M. Erdogan, et donc est descendu dans les rues, devant les institutions, devant la chaîne nationale TRT, donc au ministère de l'Intérieur, dans les gendarmes, dans les casernes, ils sont mis devant les chars, etc. C'est qu'en fait, le peuple turc est arrivé à un point où en fait, on veut plus faire marche arrière, voilà, parce qu'on a trop donné, hein, on a trop donné depuis 1923. Aujourd'hui, la Turquie a une bonne expansion et est leader un peu dans le monde économique, dans le monde social, etc. Donc on voit avec tous les invités qu'on reçoit de la Syrie, il y a plus de 2 millions, voire 3 millions de Syriens chez nous, qu'on les héberge, hein, c'est notre rôle en fait d'hébergeur, hein, même ça. Donc, et voilà, donc le peuple ne voulait pas comment dirais-je, d'un régime militariste ou alors d'un gouvernement militariste, car il avait déjà trop donné qu'on connaissait un peu la musique, entre guillemets. Voilà. Et surtout, en fait, c'est pas vraiment le problème de M. Erdogan, car on voulait que tout le monde respecte en fait le surface universel direct, que tout le monde respecte les urnes. Il faut savoir que le président actuel, M. Erdogan, est élu quand même à plus de 52% par le peuple. Donc c'est très important. Voilà. Donc il fallait donner ce soutien-là. Et nous, aujourd'hui, donc, dès qu'on a su de toute façon ce coup d'État, dans tout le monde entier, les franco-turcs ou alors les autres Turcs qui étaient dans d'autres pays, en fait, se sont manifestés devant les ambassades, devant les consuls, devant les institutions consulaires, etc., pour donner, comment dirais-je, nous aussi, le soutien donc, au peuple de Turquie. C'est un peu magique, hein, on n'a pas trop de mots en fait à dire parce que c'est le sang en fait. Voilà, on voulait pas lâcher ça. On a donc un leader aujourd'hui maintenant est un leader qui est très vu aussi par le peuple, par le Moyen-Orient, par l'Occident, par je dirais entre guillemets les musulmans aussi, car il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, M. Erdogan. Hein, donc c'était un peu aussi le cible. Mais Yassil Simselk, si ces putschistes se sont engagés dans une telle aventure, si ceux qui leur ont permis de s'engager dans une telle aventure, parce qu'on ne peut pas imaginer une telle initiative sans feu vert des plus grandes puissances, il y a impossibilité en l'occurrence. Donc ces gens-là, c'est qu'ils se sont fondamentalement trompés sur la réaction non seulement du peuple turc, non seulement sur la société civile, sur les partis politiques, les journalistes, les intellectuels, dont ils pensaient tous qu'ils étaient de farouches laïcs déterminés à reprendre le pouvoir quoi que ça coûte, mais ils sont aussi et surtout trompés sur l'armée elle-même qui n'a pas joué le jeu, enfin leur jeu, et qui a refusé le coup de force. Oui, parce qu'en fait ils n'ont pas calculé le peuple, qui est le pilier, je dirais, d'un pays, et surtout de l'armée, que depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de changements dans l'armée. Hein, mais par contre, il y avait ce qu'on appelle les gulenistes, hein, ce mouvement-là qui était là depuis à la base, c'était comment dirais-je, il y a une ONG, si vous voulez, d'éducation, mais qui s'est permis des ouvertures que la Constitution leur permettait pour s'infiltrer dans l'armée, pour s'infiltrer dans la justice, pour s'infiltrer au ministère de l'Intérieur et même dans la gendarmerie, un peu partout, si vous voulez, dans l'État profond. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a fait surface, et c'est ce qui est monté en fait en surface. Voilà, il fallait qu'on passe par là, il fallait que nous on s'attendait en fait, il fallait que ça casse à un moment donné. Voilà. Et puis, comment dirais-je, c'est arrivé hier soir. Et bon, aujourd'hui, il y a pas mal de nettoyage parce qu'on est au lendemain d'un coup d'État, faut appeler ça comme ça. Hein. C'est un coup d'État, même si elle est minime. Il y a eu des avions de chasse qui ont été surlevés. Il y a eu quand même des bombardements au Parlement. Il y a eu beaucoup de soldats interpellés. On est plus de 2800 à 3000 soldats qui ont été interpellés. Il y a eu 161 tués. On a des martyrs, si vous voulez. Il y a plus de 1500 blessés, quand même, c'est important, c'est des chiffres très importants.
Et bien, par contre, aujourd'hui, on commence à faire un peu de nettoyage, si vous voulez, dans le Conseil supérieur. On est plus de 3000 membres du Conseil supérieur qui ont été, comment dirais-je, mis en garde à vue et limogés de leurs fonctions. Donc aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un nettoyage profond de ces personnes-là qui ont essayé de faire ce coup d'État, que ce soit à l'armée. Certes, c'était l'armée qui devait prendre la tête. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on appelle un coup d'État. Sans l'armée, ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas calculé à la fois le peuple et les gens qui sont fidèles à leur président, qui sont fidèles à leur gouvernement et qui sont fidèles donc au peuple, comment dirais-je, aux élections, aux surfaces universelles. Donc aux urnes, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a proscrit la déclaration, la démocratie, c'est cher, on a payé très cher. Donc on veut la préserver, donc on vient avec la démocratie, on part avec la démocratie. C'est-à-dire c'est le peuple qui juge. Voilà. Aujourd'hui, le peuple turc a donné un devoir, et donc un exemple pur et simple au monde entier, quoi. Et personne ne s'attendait à que le peuple, réagisse de telle façon. Bon, très bien, je vous remercie. Voilà. Yacine Simsel, que je vous remercie en espérant vous revoir bientôt avec nous dans d'autres émissions. Merci. Avant de vous passer Erdogan, le président Erdogan qui est en train de faire un discours en ce moment même, je vais d'abord recevoir Karim Tabou pour quelques instants. Karim Tabou, président de l'UDS, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, si Jamal. Merci. Karim Tabou, quelle leçon magistrale que celle qui nous vient de Turquie, et on se laisse aller à rêver, à se dire et si nous avions eu une même réaction en Algérie en 1992, et si les Égyptiens avaient eu une même réaction en 2013, si la société civile avait refusé le coup de force, même les gens qui étaient foncièrement contre les islamistes, et si les institutions avaient joué leur rôle, et si les journalistes n'avaient pas rejoint comme un seul homme les putschistes, et si. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Karim Tabou? D'abord, personnellement, je salue de cette tribune les Turcs, le peuple turc, les militants turcs, les intellectuels turcs pour cette leçon extraordinaire qu'ils viennent de donner au monde entier. Il est vrai qu'il y a eu le coup, mais il y a eu également l'État. Il y a eu un coup d'État. Et ce qu'on peut retenir, il est très difficile de conclure aussi rapidement tout ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ce pays, malgré une telle tentative d'une ampleur importante, ce pays n'a pas basculé dans la violence. Les ressorts sont là et ils existent autant dans la société que dans l'État, que dans les institutions de l'État. Et quand on parle de l'État, nous avons vu dans ce moment difficile, précisément, les institutions se sont astreintes à cette culture, à cette discipline de l'État. Et il n'y a pas seulement la réaction qui est importante, qui est primordiale, qui est essentielle, mais également une partie de l'État, une partie de l'institution militaire a refusé de casser et tout simplement de remettre en cause la souveraineté du peuple. Je pense que ça est une leçon exceptionnelle. Malheureusement, dans la majorité de nos pays, des pays arabes et des pays qui ont connu ce genre d'événement, nous avons buté sur une situation qui fait que l'État n'existait pas. Parce que l'État n'existait pas, donc la philosophie, la culture de l'État n'existe pas, et les hommes d'État n'existent pas, et on s'était retrouvé avec des armées qui obéissent tout simplement à des logiques, et parfois même ils ont été responsables d'options violentes, d'options, j'allais dire, de guerre. Ce qu'on a vu en Turquie, c'est que si on pouvait imaginer de tels événements se produire dans n'importe quel pays arabe, je ne pense pas que la situation aurait résisté quelques heures pour basculer dans la violence, pour basculer dans la tuerie, pour basculer dans l'utilisation de balles réelles. Karim Tabou, je vais me permettre de vous interrompre parce que Erdogan pourrait terminer d'un moment à l'autre. Nous allons donc le passer en direct. Je reviens à vous si vous le permettez. Merci. Erdogan.
القضاء ووظائفهم. وتقوم المحاكم والعاملين في السلك القضائي بإصدار القوانين والأوامر بأسرع وقت. سوف نخرج هذه الدولة بوقت سريع جدا من هذه الأزمة. تعلمون شعارنا شعار رابعة. اليوم نحن بأشد الحاجة إلى تطبيق هذا الشعار. إذن لازلنا مع هذا الخطاب المباشر للرئيس التركي رجب ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. La légitimité semble donc être totalement revenue en Turquie. Nous venons de voir le chef de l'État s'exprimer au milieu de son peuple de façon tout à fait détendue. Nous revenons à Karim Tabou. Karim Tabou, je vous laisse poursuivre. Pardon de vous avoir interrompu. Je disais que notre expérience, si on fait une petite comparaison, des hommes et des femmes, et puis une partie importante du régime avait cru ou avait tenté de faire croire qu'il était possible de sauvegarder la République en utilisant la violence, en utilisant les blindés et la force publique. En fait, la Turquie a bien apporté la démonstration que la démocratie est seule capable de sauver la République. C'est la démocratie qui sauve la République. Ce ne sont ni les chars, ni la puissance d'une institution quelconque qui est capable de défendre la démocratie. C'est le peuple turc qui est descendu dans la rue, qui a défendu la démocratie et qui a empêché le monopole du fait politique entre les militaires. Parce que si on pouvait imaginer un instant que le peuple n'était pas sorti dans la rue, eh ben, l'option de guerre est là entre les différentes factions des différentes instances sécuritaires. D'un côté, vous avez la police, vous avez les services de renseignement, et de l'autre côté, vous avez d'autres services qui vont tout simplement se livrer la guerre. Donc le peuple a intercédé dans une crise politique et a imposé le respect absolu de la démocratie et finalement sauver la République, c'est défendre la démocratie. Nous, on a pris le chemin inverse. Tout simplement, les gens avaient cru que pour sauver la démocratie en 91, il fallait donc confier la tâche aux blindés, aux militaires. Et ils ont cru que ces militaires allaient donc leur céder le pouvoir une fois ils ont fait leur plan. Ils se sont trompés et la preuve c'est que on reçoit aujourd'hui la bonne leçon de la Turquie. Je précise, et c'est très important de le signaler, que le président de la République, M. Erdogan, quand il a lancé l'appel en sa qualité de premier responsable du pays, son appel a été relayé par toute la société, de l'imam qui faisait les appels de la mosquée
à l'intellectuel qui faisait son appel à l'université, aux journalistes qui faisaient l'appel de la télévision ou des chaînes de radio, et aux partis politiques, toutes tendances confondues, qui ont tout simplement décidé de s'unir parce que c'est l'avenir de tout un peuple, de tout un pays qui était en jeu. Malheureusement, Karim Tabou ou ailleurs. Pardon, Karim Tabou. D'abord, je rappelle que pendant le discours d'Erdogan, Erdogan a hissé le symbole de Rab'a al-Adawiya. Il a évoqué Rab'a al-Adawiya, donc le discours est clair, la signification est très claire. Et il a annoncé que des milliers de magistrats avaient été suspendus de leurs fonctions parce qu'ils avaient pris fait et cause pour les putschistes. Mais sinon, Karim Tabou, les intellectuels turcs ne sont pas moins intellectuels que les intellectuels égyptiens ou algériens. Ils ne sont pas moins, certains, de nombreux parmi eux ne sont pas moins laïcs, ne sont pas moins anti-islamistes, mais dans un cadre, j'allais dire, républicain. Pourtant, contrairement aux intellectuels, aux journalistes, à la société civile algérienne et égyptienne, ces Turcs, ces intellectuels, cette société civile turque, ces institutions turques se sont farouchement opposés au putsch. Comment expliquez-vous cette différence? Pourquoi? Parce que tout simplement en Turquie, ce sont de vrais et chez nous, ce sont des faux. Beaucoup d'intellectuels, entre parenthèses, se sont improvisés intellectuels, se sont proclamés intellectuels, se sont proclamés démocrates républicains pour avoir été contre les islamistes. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes en Algérie, à cette époque, et il reste encore quelques-uns, qui considèrent que le seul fait d'être contre l'islamiste était suffisant pour se proclamer démocrate. Et on a vu des anti-islamistes qui sont de pires fascistes et qui ne respectaient aucune règle démocratique. Et ça, on ne le trouve pas chez les Turcs qui sont ancrés dans la culture démocratique. Si on retourne un peu en arrière, vous savez, Erdogan, pour des raisons politiques, la Turquie a vécu une secousse politique, une crise politique qui a conduit à l'organisation d'élections législatives anticipées. Et lorsqu'il y a eu tout ce combat politique, il y avait quand même une fragilisation de l'action d'Erdogan, lui qui a hissé la Turquie au rang des puissances dans le monde. Mais cet événement-là a affaibli un peu l'essor, l'action d'Erdogan. Mais ce que nous avons vu hier, c'est que les partis politiques, malgré qu'ils avaient contesté la façon dont Erdogan a géré la crise politique des mois passés, mais ils ont été là pour dire nous prenons conscience de nos différences, mais devant un danger mortel sur la démocratie, nous sommes unis. Et en fait, ce que nous retenons de ce qui s'est passé en Turquie, c'est que ce coup d'État, je suis tenté de dire, il est bénéfique d'une certaine manière. Il a uni de nouveau le peuple turc, il a éveillé les consciences et surtout il a mis en alerte contre toute velléité de répétition de prise de pouvoir par des méthodes antidémocratiques. Restez avec nous. Je l'espère, de leçons. Restez avec nous, Karim Tabou, s'il vous plaît. Anwar Haddam, président du Mouvement pour la liberté et la justice sociale, qui nous parle depuis Washington. Merci d'être avec nous, Anwar Haddam. Alors, Anwar Haddam, j'imagine que vous brûlez d'impatience pour nous dire votre point de vue, puisque vous êtes très attaché vous-même à la mouvance islamiste turque, à son parcours. Vous connaissez personnellement les gens qui la constituent. Donc, je vous laisse vous exprimer sur la question, sans vous poser de questions, par ailleurs. Non, premièrement, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et louange à Dieu, alhamdoulilah, que ce coup d'État a échoué. Et je dis en passant, en saluant tous vos invités et tous les téléspectateurs, que, première, une petite remarque, je ne peux pas la laisser passer comme ça, si j'ai bien compris mon ami Karim Tabou. Je rappelle que
notre pays en Algérie a basculé vers la violence, non pas en causant le coup d'État, mais c'était une conséquence de ce coup d'État, une conséquence de ce coup d'État contre le choix du peuple. La violence est venue bien des mois après le coup d'État. Donc il y a d'autres facteurs actuellement. C'est ça ce qui nous intéresse, je pense, dans cette émission. Connaissant Karim Tabou, je présume que vous avez du mal à comprendre, mais on le laissera s'expliquer lui-même tout à l'heure. Mais je vous en prie. Pas de problème. Mais pour ça, il vaut mieux qu'il s'explique. Oui, parce que, bien sûr. Oui. Donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le fait que ce coup d'État a échoué, je pense, à mon avis. Le premier, c'est que je pense que il y avait un parti politique, c'est pas Erdogan lui-même, mais un parti politique qui a réussi premièrement à gagner la confiance du peuple. Donc ça, c'est très important. Il ne s'agissait pas de slogan, mais il a réussi vraiment à gagner la confiance du peuple. Il y a une élite politique qui a gagné la confiance du peuple, et cela pour plusieurs raisons. Ce n'est pas uniquement des slogans, justement. Ils ont réussi, Dero Injazat. La Turquie, il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'elle venait avant le AK Party, avant le parti Al-Hurriya, mais il est devenu la 6e puissance économique mondiale, la 16e puissance économique mondiale. Ça, c'est un grand injaz kabir. Deuxièmement, ils ont vu que dans le parti lui-même, il y avait le choix des adhérents à ce parti. Et ça, c'était très important. Et il y avait aussi une chose qui était très, très importante, c'est qu'ils ont réussi à redéfinir ce parti, AK Party, a réussi à redéfinir la relation entre le militaire et le civil. Parce qu'il y avait 3 éléments essentiels, comme j'avais commencé il y avait le parti, il y avait l'armée, et il y avait une opposition. Un parti qui était vraiment démocratique et qui a delivered, ils ont déroulé injazat haqiqiya. Il y avait une armée républicaine vraiment, et le parti AK Party a réussi à rétablir cette confiance entre le civil et le militaire. Oui, il y avait des militaires qui ont essayé ce coup d'État, mais c'est une minorité. Donc, il y a l'opposition. Anwar Addam, il y a un problème de son. Vous allez rester avec nous en Skype et ils vont vous appeler au téléphone pour que nous puissions mieux vous écouter. Je rappelle que le président Erdogan vient de demander aux États-Unis d'extrader sur le champ Fathallah Gulen, qui est l'un des principaux organisateurs de la tentative de putsch. Et je reçois à présent Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur du DRS. Mohamed Samraoui, merci d'être avec nous. Mohamed Samraoui. Est-ce que Mohamed Samraoui est avec nous, s'il vous plaît? Je crois que Mohamed Samraoui n'est pas encore avec nous ou que nous l'avons perdu. Est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît? Très bien. Alors, nous allons recevoir Sonia Zakraoui, membre du collectif Les Semeurs depuis Tunis. Sonia Zakraoui, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette tentative de putsch et puis de la façon avec laquelle elle a lamentablement échoué? En fait, avant de commencer, je voudrais saluer d'abord les Turcs, donc le peuple turc qui a démontré que seul le peuple peut être le garant des institutions, de la stabilité politique, qu'on a beau avoir une armée, une forte armée, une armée même membre de l'OTAN, que l'armée ne peut vaincre à elle seule le peuple si un peuple il est bien installé autour d'un projet, autour d'un gouvernement, autour d'une démocratie.
une démocratie qui s'est construite pendant des années. C'est une démocratie aussi qui a été en fait aidée par une réussite économique. Donc on voit ça quand on va en Turquie, au niveau des services, au niveau du pouvoir d'achat du turc, du système de santé, au niveau d'une classe moyenne qui autour d'elle a été, donc c'est cette classe en fait qui garantit cette démocratie naissante, puisqu'elle n'a que 17 ans en fait pas la démocratie, mais le travail d'Erdogan qui est vraiment cautionné et aidé par cette classe moyenne, qu'une démocratie quand elle est au service du peuple et non le contraire, parce que dans nos pays à nous, les gouvernants utilisent la démocratie pour gouverner. Ici, non, en Turquie, c'est la démocratie qui est au service du peuple et qui se concrétise et qui a été vraiment claire là. Alors un président qui est dos au mur et qui prend une communication de quelques secondes pour appeler son peuple sur Skype et que les gens sortent pour défendre des institutions et une démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire du jamais vu, quoi. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé juste par ce qui s'est passé au Venezuela pour Chavez. Donc en fait, la seule chose qui garantit la pérennité et la force d'un État, c'est le peuple et c'est pas autre chose. Je voudrais dire aussi que pour les printemps arabes, et qu'il y ait un processus qui a lancé, donc qui a donné le tempo pour un début de démocratisation du monde arabe, ça veut dire en fait qu'on ne pourra plus gouverner autrement. Il n'y aura plus de coup d'État dans le monde arabe. Pour moi, c'est ce que j'ai vu hier. L'échec donc de ce coup d'État, ça veut dire, ça a lancé un petit avertissement au monde arabe, ceux qui gouvernent, que si vous êtes incapables d'installer des démocraties donc, qui sont basées sur les peuples et pas sur des institutions qui ne sont pas solides, parce que dans le monde arabe, les institutions ne sont pas très solides, on ne peut avancer en fait. Je pense que Erdogan a montré hier que l'ancrage donc de son parti dans le peuple et que que les transitions en fait démocratiques ne se font que sur cet ancrage dans le peuple et que la légitimité populaire, c'est cette légitimité là qui soutient les leaders en fait. Je voulais aussi en fait dire quelque chose. En Tunisie. Sonia Zaghraoui, excusez-moi de vous interrompre. Nous sommes en train de montrer là les images de Fethallah Rolem, qui est donc considéré comme l'un des principaux organisateurs, qui est aux États-Unis, qui aurait joué un rôle très important dans la préparation de ce coup d'État depuis l'endroit où il se trouve et dont M. Erdogan a demandé l'extradition immédiate, chose qui n'obtiendra pas, je présume, pour les raisons qu'on devine. Je reviens à Sonia Zaghraoui. Sonia Zaghraoui, comment expliquez-vous, s'il vous plaît, que la société civile ait réagi de cette manière, y compris parmi les gens qui sont foncièrement anti-islamistes, parmi les gens qui sont foncièrement laïcs, mais qui tous ont ressenti ce coup d'État comme une atteinte à la légalité, à la démocratie, à la République, alors que nous ne connaissons pas de précédent dans les pays arabes et musulmans. Comment expliquez-vous ce changement dans de telles attitudes? Ben déjà, il faut comprendre aussi que quand la démocratie, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Et que quand on prend un pays aussi grand en nombre et vu sa situation stratégique donc à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie et qu'avec tous les problèmes qu'ils ont, les Turcs sont arrivés à être, comme disait tout à l'heure monsieur, une puissance économique montante et que ça a garanti au peuple une certaine sérénité et un niveau de vie assez élevé. C'est pas que du blablabla, donc c'est un pouvoir politique qui travaille. C'est un gouvernement qui donne donc du confort à son peuple. C'est un pays qui est sur tous les plans donc une bonne croissance économique. Donc le peuple voit que ce gouvernement est en train de travailler pour lui. Ça c'est important aussi. C'est pas que de la démocratie. Regardez ce qui s'est passé en Égypte.
la pauvreté, l'analphabétisme, le niveau de vie bas a permis de la réussite d'un coup d'État. Et regardez comment se déroule donc maintenant la société, comment vit la société civile donc en Égypte. En Turquie, les partis nationalistes, ils n'ont pas été avec le putsch. Pourquoi? Parce que quand il y aura un pouvoir militaire, vous pensez qu'ils auront cette démocratie, qu'ils pourront s'exprimer? Bien sûr que non. En fait, je pense que la Turquie donne l'exemple maintenant. La Turquie est un pays qui est une grande nation, avec un leader, ce leader qui donne du fil à retordre un peu donc aux Européens, qui, quand il y a eu cette crise migratoire, il a demandé donc un prix, il a demandé des visas et donc donc comment dire des gains pour les Turcs en fait. Et ce monsieur-là donc a une légitimité auprès de son peuple. Et il ne l'a pas ni comme monsieur Golan donc aux États-Unis, ni rien. Il est chez lui et la preuve en est, l'appel a été fait de son petit coin où il était et tout le monde est sorti. La société civile en Turquie ne voudrait plus payer le prix des coups d'État parce qu'elle a goûté à la démocratie, une démocratie qui fait de la Turquie une nation qui s'entend, qui se voit. La société civile en Turquie est une société civile active, dynamique. Il y a une opposition, il y a un gouvernement qui travaille, ils ont un parlement. La preuve en est, les premiers bombardements, donc à part le missile qui a été lancé contre Erdogan, il y a eu le bombardement du Parlement, du siège du service secret, essayer d'avoir les médias. Donc cette société civile, elle commence à avoir des traditions de démocratie et je les félicite pour ça parce que c'est ce qui gagne de ça. Ce putsch, ce coup d'État avorté leur donne donc du crédit. Ces gens-là savent maintenant quel chemin prendre et ils savent que pour avancer, il n'y a que la démocratie. Restez avec nous, Sonia Zakraoui. Je reviens à vous dans un moment. Je reçois Mohamed Samraoui, que je remercie d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Mohamed Samraoui, d'abord, vous qui êtes un ancien militaire, un ancien officier supérieur du DRS, vous avez quitté l'Algérie, vous avez quitté le pays parce que vous refusiez de marcher dans les atrocités commises par le DRS et par les généraux putschistes. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence qui existe entre l'armée algérienne et l'armée turque? Pourquoi l'armée algérienne a-t-elle marché massivement dans cette entreprise, dans cette aventure criminelle qui a été l'interruption du processus électoral en 1992? Et pourquoi l'armée turque, qui était pourtant réputée pour être l'armée la plus laïque du monde musulman, généralement de la région, pourquoi a-t-elle refusé de s'impliquer dans une telle initiative? Pourquoi des milliers parmi ces officiers supérieurs ont refusé de marcher et plus encore, pourquoi se sont-ils opposés aux putschistes? Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. D'abord, entre les deux pays, il y a pas mal de similitudes. Un simple parallèle nous indique qu'en Turquie, par exemple, depuis les 50 dernières années, il y a eu au moins 4 coups d'État en 1960, en 1971, en 80 et en 97. Plus, bien sûr, celui qui vient d'avorter il y a une journée à peine. En Algérie, c'est pratiquement la même chose. Nous avons eu un premier coup d'État en 62 contre le GPRA. Nous avons eu un deuxième coup d'État en 65 contre Ben Bella. Une tentative de coup d'État qui n'a pas été couronnée de succès en 67 par Tahar Zbedi contre Boumediene. Et en 92 contre la volonté populaire. Voilà, pour résumer un peu. Et les deux armées, aussi bien algériennes que turques, sont considérées comme étant laïques, donc républicaines. Cependant, il y a une grande différence. Premièrement, en Algérie, nous avons un certain déficit en matière de démocratie. La démocratie, on l'a connue pratiquement à partir de 88. Donc,
entre 88 et 92, c'est une période relativement courte pour permettre à une opposition de se maintenir, de pouvoir être active, de pouvoir adhérer des militants, des gens au sein de la société. Et par rapport à la Turquie, nous savons que à partir de 2001, l'AKP, l'actuel parti de Tayyip Erdogan pour nous, ce parti a quand même une certaine assise. Cette assise, elle a commencé en 69-70 avec la création par Nejmuddin Erbakan du parti Millî-Görüş. Allô? Allô? On vous écoute. On vous écoute, monsieur. Le parti Millî-Görüş, il a été dissous en 73, je crois, mais ces structures, elles ont été préservées et elles ont continué à activer. D'ailleurs, Millî-Görüş a une association en Allemagne, c'est l'AMGT, l'association Millî-Görüş qui est à Cologne, parce que Erbakan a fait ses études en Allemagne. Les enfants enseignés, c'était professeur à l'université de Cologne. Il y a quand même une certaine base. Et Millî-Görüş s'est transformé à partir de, si mes souvenirs sont précis, 1980, c'était devenu le parti Rafah. Le parti Rafah, toujours dirigé par Nejmuddin Erbakan, dont l'actuel Tayyip Erdogan, c'est le fils spirituel. C'était pratiquement un élément qui ont été formés par cette vision islamique, musulmane, cette vision qui est quand même, qui embrasse un aspect démocratique, donc c'est-à-dire elle ne rejette pas tout ce qui est développement, tout ce qui est science, tout ce qui est bénéfique à la société, mais tout en conservant ses traditions et sa culture islamique. Donc, elle ne rejette pas, elle ne renie pas son islamité. Voilà un petit peu le parallèle avec l'Algérie. Et puis, ce qui est capital, comme l'ont souligné certains de vos intervenants, que je salue, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'AKP, l'actuel parti au pouvoir de Tayyip Erdogan, il a sorti la Turquie qui vivait un marasme, une crise économique terrible, analogue à celle de l'Algérie actuellement en 2001, et qu'en prenant le pouvoir en 2003, en l'espace d'une dizaine d'années, il a remis toute l'économie en marche. L'inflation, il l'a pratiquement éliminée. La pauvreté, il l'a endiguée. Il a fait de la Turquie, bien sûr. Mohamed Samraoui, pourquoi, j'aimerais que vous nous expliquiez ou que vous tentiez de nous expliquer pourquoi, lors du putsch d'Alger, les militaires ont tous marché, ou presque tous, sauf quelques infimes exceptions, dans le coup d'État, et pourquoi en Turquie, cette fois-ci, je parle de ce coup d'État-ci, je ne parle pas de ceux qui ont déjà eu lieu. Oui, pourquoi ils ont refusé de s'embarquer dans cette aventure putschiste? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou est-ce qu'il y a une différence dans le disque dur des deux armées, si je peux dire? Non, il y a quand même une certaine évolution. En Algérie, je l'ai dit, en 92 notamment, hein, l'armée, elle dépendait d'un triumvirat de généraux. Donc, et puis cette armée-là reposait sur les services de renseignement, sur les services de sécurité, qui avaient la même mise sur la société civile, qui avaient la même mise sur la société algérienne en particulier. Parce que les Algériens, dans 80% des Algériens, ce sont des gens qui ne sont ni pour ni contre. C'est ça le drame de l'Algérie. Donc c'est un petit peu, c'est la culture, c'est le niveau d'instruction, le niveau d'alphabétisation, le niveau, malgré notre passif révolutionnaire, parce qu'une certaine minorité a pris en otage cette Algérie et c'est elle qui distribue les dividendes, qui distribue
les prébendes. Donc, elle a réussi à mettre une partie, donc l'intelligence, il y a une partie de l'Algérie, et l'armée, la grande majorité, c'est des suivistes. Ils obéissent. Ça, c'est le... Il n'y avait pas cet éveil politique. On n'avait pas cet éveil politique qui actuellement, avec pratiquement une vingtaine d'années, un quart de siècle après 92, il y a quand même, la société s'est transformée. Nous avons une certaine évolution. Les gens comprennent que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Voilà un petit peu l'évolution. Et c'est la même chose en Turquie. En Turquie, ils savent qu'actuellement, ils doivent beaucoup au parti au pouvoir. Donc, ils sont jaloux de leur démocratie. Qui dit démocratie, comme vient de l'avis d'Istanbul, c'est le meilleur rempart pour protéger la République, justement. Restez avec nous, Mohamed Samraoui. Je reviens à vous dans un instant. Nous essayons de partager le temps de façon équitable. Et nous revenons à Nour Haddam, qui a donc été coupé, qui va reprendre la parole, qui pourra poursuivre ce qu'il disait. Nour Haddam, c'est à vous. Pas par où recommencer. Donc, ce que je disais, c'est que cet échec de ce coup d'État vient peut-être de plusieurs éléments, plusieurs facteurs ont contribué. Et grosso modo, il y avait un parti politique qui a gagné la confiance du peuple turc dans sa diversité, et non pas par des slogans, mais par injazat. Il a réussi, comme je l'avais dit, à faire sortir du pays, le pays, la Turquie, d'une situation économique chaotique à devenir la 16e puissance économique mondiale. Et c'est le seul pays musulman qui fait partie du G20. Donc ça, c'était l'une des choses. La deuxième réussite qu'il a fait, c'est qu'il a réussi justement à donner un exemple de gouvernance démocratique au sein du parti. Non pas comme slogan de démocratie, parce que chez nous, beaucoup parle de démocratie, mais quand ça vient dans la pratique, dans la culture, dans le soulouk, ils sont loin de la démocratie, mais ce parti a bien montré, et c'est ça ce que je veux, parce que il y a une certaine média, une certaine presse internationale qui essaye de nous faire croire que tout repose sur Erdogan, Allah yahfadou, mais c'est tout un parti politique. C'est vraiment, ils ont la culture de parti politique, qui a réussi ça, à avoir une démocratie au sein du parti. Et finalement, ce parti aussi a réussi. Et c'est ça qui... nous n'avons pas encore aussi réussi chez nous, si on veut faire ce parallèle. C'est de rétablir la confiance entre le civil et le militaire. Il a réussi pour réorganiser cette relation entre le civil et le militaire, pour que le militaire comprenne que le peuple est le véritable facteur de stabilité et non pas, et que l'armée doit être là au service du peuple, au service de la nation. Et by the way, lorsqu'il parle de cette raba'a, on devrait comprendre, il a bien défini la raba'a pour la Turquie. C'est wahdat al-sha'b, wahdat al-watan, wahdat al-dawla, wahdat al-alam. C'est ça le slogan qu'ils ont réussi, la AK Party. Bien sûr, ils sont inspirés de Rabat al-Adawiya en Égypte, mais ils ont réussi à utiliser bien ça et revenir au peuple. Parce que c'est ça l'ingénuité. Le deuxième facteur essentiel, comme je l'avais dit, c'est qu'il y avait une armée républicaine. Ce que j'appelle l'armée républicaine, c'est une armée qui est au sein, qui est pour le service de la République, non pas pour le service du pouvoir en place. Et c'est ça la différence essentielle. Ils ont réussi. C'est cette armée-là qui a refusé de s'engager dans cette expérience. Et il y avait, bien sûr, ça reflète aussi une opposition démocratique. Une opposition qui est vraiment démocratique, bien qu'ils s'inscrivent dans l'opposition. Mais ils ont bien compris que pour qu'il y ait une véritable démocratie, pour qu'il y ait qui représente le choix du peuple. Anwar Haddam, oui. J'aimerais vous poser une question que se pose un peu tout le monde. Pourquoi
presque tous les islamistes, presque tous, hein, considèrent les islamistes de Turquie, ceux qui sont au pouvoir, l'AKP, un peu comme un pôle politique et idéologique, alors que c'est presque tous les islamistes. Pour eux, la cause palestinienne est au cœur de leur politique, de leurs préoccupations, de leurs objectifs, alors que la Turquie actuelle, Erdogan, donc le gouvernement Erdogan, a des relations privilégiées avec Israël, qu'il est membre de l'OTAN. Donc, vous ne trouvez pas un peu... ça ne mérite pas explication? Merci beaucoup pour cette question. Ça, c'est vraiment qu'il y a une division au sein de la mouvance islamique sur ça. Comme vous l'avez dit au début, moi je ne me cache pas. Mon mouvement est bien le mouvement que j'appartiens depuis une quarantaine d'années, el Bina al-Hadari. Nous sommes sur la même lignée que le AK Party. C'est quoi cette lignée-là? Par exemple, lorsqu'on parle qu'ils ont des relations privilégiées avec l'entité sioniste, de quelle relation sommes en train de parler? Quel est le pays musulman qui est en train, effectivement, sur le terrain, bifa'aliya, ils sont en train d'aider le peuple palestinien, d'aider notre peuple à Gaza, si ce n'était la Turquie de Erdogan, la Turquie de AK Party. Donc nous, la politique est là pour servir le peuple. C'est le meilleur, c'est ça la définition de Ben Nabir sur la politique. La politique, c'est l'art, c'est de trouver le meilleur moyen pour servir le peuple. Et c'est ça justement. L'entité sioniste, elle est là, elle existe. Donc comment utiliser cette relation au service du peuple palestinien aussi. Nous avons vu tous ces Jabhat al-Soumoud ou Tasabbi, tous ces pays arabes qui nous rapagent du jour au lendemain, ça fait des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Palestine? Ils n'ont rien fait, absolument rien. Au contraire, les régimes en place dans les pays arabes, malheureusement, sont les meilleurs défendeurs de cette entité sioniste. Est-ce que ça veut dire que tous les pays arabes doivent ouvrir des relations, des ambassades chez eux, mettre au point des relations diplomatiques avec ce pays, avec cette entité, comme vous dites? Le meilleur moyen d'aider le peuple palestinien, c'est d'avoir des régimes dans les pays arabes qui représentent vraiment leur peuple. Lorsqu'on a un régime qui représente le peuple, vraiment, il pourra entrer en négociation avec la réalité qui est l'entité sioniste. Que l'on veuille ou pas, l'entité sioniste, elle représente le peuple au sein de la Palestine occupée, le peuple sioniste. Donc, pour qu'il y ait une véritable relation, il faut que nous ayons dans nos pays des régimes vraiment démocratiques, des régimes vraiment qui représentent le peuple. C'est pour ça qu'un autre régime, autre que le régime de AK Party, ne pourra pas avoir de telles relations, donnant. C'est ça ce qu'il faut, justement. Regardez la relation qu'ils ont eue, qu'ils ont pu avec les Palestiniens au sein de l'entité sioniste. Ils ont réussi à établir des relations économiques formidables. Et c'est ça, parce que eux, c'est ça ce que je veux dire, parce que nous, on en a assez. On en a assez de ces slogans. Et dire que la cause palestinienne est dunya. Non. L'istibdad ou le façade ou le tabaïya dans nos pays, et c'est la cause principale. C'est là le mashakil. Nous devrions tout d'abord nous débarrasser des régimes despotiques au sein de nos pays. Et ainsi, on pourra aider le peuple palestinien comme la Turquie maintenant est en train de l'aider efficacement. Donc c'est ça ce qui fait la différence. Et c'est ça ce qui a... Même l'armée turque a compris ça. L'armée turque a compris que ces gens-là, ils n'ont pas un déficit de nationalisme. Et c'est ça le point qu'on n'a pas réussi, nous. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Je reviens donc à Karim Tabou. Karim Tabou, une question toute simple que j'ai posée à tous mes invités, que se pose tout le monde. D'ailleurs, c'est une formule presque consacrée aujourd'hui, qui n'est même plus une question.
L'islam est-il soluble dans la démocratie? Et si oui, si vous répondez oui, comment? Enfin, je tenais d'abord à préciser, puisque c'est Anwar s'était posé la question sur mon intervention. Moi, je disais tout simplement que l'option de l'arrêt du processus électoral était une option violente, alors que le rôle des partis politiques, le rôle de la société civile, à l'époque et même maintenant, était de tout faire pour rendre irréversible le processus démocratique. Et malheureusement, il y a eu un groupe de personnes qui ont décidé d'engager le pays dans une option violente de coup d'État. Donc, je voulais vraiment préciser cela. Oui, oui. La deuxième question, moi, je ne pense pas que dans nos sociétés, et d'ailleurs, le niveau d'ancrage de la démocratie, de la culture politique, etc., diffère d'un pays à un autre. Quand on fait des comparaisons entre la Tunisie et l'Algérie, on peut garder des ressemblances, des similitudes, mais il y a bien des ancrages de pratiques politiques, de culture politique, qui sont différentes d'une société à une autre. Malheureusement, chez nous, en Algérie, j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes les démocrates non pratiquants. Nous, on se cache trop derrière des concepts, des mots, mais à l'épreuve du terrain, et nous n'avons rien à voir avec ces mots. Et le clivage politique dans notre société n'a jamais été un clivage entre parenthèses de laïco-républicains et d'islamistes. En fait, le peuple algérien a été tout simplement privé de toutes ses libertés. Il n'a même pas acquis les moyens pour se structurer, pour s'organiser et épouser des philosophies politiques, épouser des options politiques. Et assez souvent, il y a une élite du pouvoir, il y a le discours de propagande du pouvoir qui essaye de poser à chaque fois le débat dans ces clivages-là pour se donner la position du roi, c'est la position d'arbitre. Beaucoup, entre parenthèses, d'intellectuels algériens, pendant des années, se disaient démocrates, se disaient laïcs, et considéraient que l'ennemi mortel de la démocratie était les islamistes. Et il y avait même des gens qui avaient cru que les militaires sur les chars pouvaient donc leur donner le pouvoir sur le plateau d'argent. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Malheureusement, le pouvoir s'est révélé au grand jour. C'est un pouvoir basé sur la violence. C'est un pouvoir basé sur la négation de la démocratie, la négation des droits, et voilà, finalement, on a eu une société complètement cassée et un pays complètement à l'arrêt. Et donc, moi, je pense que pour peu qu'on établisse les règles les plus élémentaires de la démocratie, pour mettre en place un système des normes, des règles du jeu qui soient opposables et imposables à tous, toutes les mouvances politiques peuvent exister dans ce cadre-là. Malheureusement, dans le cas algérien en tout cas, c'est mon avis personnel, on a décidé de punir le peuple algérien pour avoir osé demander la démocratie, la liberté en 88. Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Mohamed Samraoui. Mohamed Samraoui, vous-même, est-ce que l'islamisme est soluble dans la démocratie? Et surtout qu'est-ce que l'islamisme pour vous? Vous savez, pour certains, l'islamisme, c'est l'application de la charia. Pour d'autres, non. C'est la refondation des sociétés sur des valeurs civilisationnelles qui soient propres, intrinsèques à l'identité, à l'histoire, à la mémoire. Pour d'autres, enfin, l'islamisme, ce sont des règles qui se rapprochent de certains modes de vie, d'une certaine façon de voir, de perspectives de vie qui ne sont pas forcément occidentalisées. Il y a autant d'islamisme, en fait, que d'islamistes. Mais pour vous, d'abord, est-ce qu'il est soluble dans la démocratie? Et ensuite, comment percevez-vous, vous-même, l'islamisme? Personnellement, je récuse le terme islamisme. Pour moi, et je suis l'exemple là, un musulman peut être un démocrate. Un démocrate
il n'y a aucune incompatibilité entre la démocratie et exercer sa foi ou sa religion parce que c'est un cadre strictement personnel. Donc, je ne mélange pas les deux, d'une part. D'autre part, puisque la mode est à l'islamisme, hein, que je réfute, que je récuse, parce que je n'aime pas parce que je préfère toujours le terme musulman, parce que lui, quand on est musulman, on a des valeurs, on défend certaines valeurs. Voilà. Mais l'islamisme, par islamisme, je présume que les oui, gens supposent un engagement politique qui tienne compte donc le fondement politico-social se trouve dans les textes sacrés, dans la charia. Là, on peut être musulman et autre chose, mais voilà, là on parle d'islamisme politique. Parce que en parlant d'islamisme, déjà il y a cette connotation de politique, donc de gestion, de gouvernance des faits de société. Je vais vous donner un exemple. Hein. Lorsqu'on est musulman, on est astreint à certaines règles. Mais lorsqu'on fait de l'islamisme politique, donc, chacun interprète à sa manière, selon ses convenances. Je vais vous donner un exemple hein, que j'ai eu il y a quelques jours. Vous savez, avec la vague d'immigrants, nous avons quelques nouveaux voisins qui sont venus de Syrie. C'est pour ça que l'habit ne fait pas le moine. Toutes les femmes portent le hijab, les hommes font la barbe, donc c'est des musulmans. Hadi haram, hadi ceci, hadi cela. Dernièrement, ils ont eu une réclame. Ils vendaient de la viande à 1 euro le kilo à condition de prendre le truc complet. Eh bien, les musulmans, ceux qui défendent, ils sont à la chaîne. Ils faisaient la chaîne pour acheter. Moi, je n'achète pas parce que ce n'est pas égaux. Voilà, c'est une manière, c'est ainsi en politique. Chacun, on le voit aujourd'hui avec l'État islamique, n'importe quelle organisation, c'est terroriste. Pour moi, c'est terroriste qui tue des innocents au nom de l'islam, alors qu'ils ne pratiquent même pas l'islam. Regardons le cas des attentats en France récemment, il y a quelques fois à Paris. Ce sont des gens, des délinquants qui n'ont rien à voir, qui ont inculqué de fausses notions, parce qu'ils mélangent ce qu'on appelle les problèmes sociaux avec les problèmes religieux, avec une certaine malvie, une certaine marginalisation de la... Voilà, c'est pour ça que je récuse le terme islamisme. Le terme islamisme n'est pas conforme aux aspirations. Mais ça existe, Mohamed Samraoui, le récuser... casser le thermomètre n'est pas faire tomber la fièvre. Il est là. Absolument d'accord. Oui. Donc, selon vous, Jamel Zitouni ou bien Hassan Hattab, c'est des gens qui défendent l'islam? Non, pas l'islam, mais eux se prétendent des dirigeants politiques islamistes. Eux le disent, eux le revendiquent en tant que tel. Chez le Roumi en France, le dit aussi. C'est un imam auto... Non, c'est pas ça. Pour moi, les gens qui peuvent revendiquer une certaine vision, ce sont des gens comme Erbakan qui ont fait une société islamique en défendant les valeurs, en défendant la démocratie, en défendant le peuple. Voilà, c'est ça. Restez avec nous, Mohamed Samraoui. Restez avec nous. Nous allons prendre Sonia Zakraoui, à qui je pose la même question. L'islam est-il soluble dans la démocratie? Est-ce que l'exemple turc est une réponse à cette question? Sonia Zakraoui? Nous l'avons perdu. Je reviens à Anwar Haddam. Anwar Haddam? Oui, je suis là. Donc je vous pose la même question. Je suppose que vous l'aurez compris de vous-même.
Enfin, je pense qu'une telle question, on ne peut pas la discuter, lui donner toute sa valeur à la fin d'une telle émission. Mais la question, elle n'est pas de qui est soluble dans quoi. La question, quel est le meilleur moyen pour servir nos peuples afin de sortir de cet obscurantisme et de donner un espoir à notre jeunesse et au futur. C'est ça le fond. Si vous voulez, on pourra bien avoir toute une... Parce que vous savez bien, vous l'avez bien dit vous-même, qu'il y a dans la mouvance islamique, il y a plusieurs tendances. Donc, et premièrement, je vous rappelle que cette étiquette d'islamisme nous a été imposée par d'autres. On ne sait jamais... quelqu'un qui vient de l'obédience islamique, quelqu'un qui se considère comme musulman politicien, préfère ne pas utiliser cette étiquette qui a été tachée par une histoire qui a eu beaucoup de manipulations, etc. Donc, par exemple, pour nous, dans le mouvement pour la liberté et la justice sociale, on se classe comme étant des socio-conservateurs, etc. Mais je pense, si vous permettez, si j'aime le dire, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps pour la fin de l'émission, je pense qu'il faut revenir à cette question cruciale et importante de l'armée. Parce que ça, ce qui concerne notre pays en Algérie, tout le monde sait bien le rôle et la place de l'armée, des services de sécurité concernant le régime algérien et concernant les efforts qui sont en train de se faire pour qu'il y ait un véritable changement en Algérie. Moi, je pense que les militaires en Algérie doivent étudier sérieusement la question turque, doivent étudier sérieusement l'expérience de la Turquie entre les civils et les militaires, entre l'AK Party et les militaires, le parti de l'Adala ou Tanmiya et l'institution militaire. Et ils verront que c'est possible, que les islamistes, comme vous le dites, ou comme ils le disent, n'ont pas un déficit de nationalisme. Ils peuvent aussi bien être fidèles à leurs valeurs islamiques et œuvrer pour le bien-être de la nation. Donc c'est ça le plus important et nous sommes prêts, et je lance un appel ici, pour qu'il y ait un véritable débat sur cette relation du militaire et du civil dans notre pays, en Algérie, dont il faut changer afin de pouvoir aller de l'avant et faire une véritable transformation politique vers un véritable État qui soit représentatif de notre peuple dans sa diversité. C'est ça, je pense, la meilleure leçon la plus importante leçon qu'on peut tirer de cette expérience, de ce coup d'État raté en Turquie. Mais à votre avis, Anwar Haddam, cet événement majeur, quasi historique, qui vient de se dérouler en Turquie hier, en l'espace de quelques heures, hein, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Malheureusement, il a fait des victimes, beaucoup de victimes, environ 164 morts, de nombreux blessés, milliers, ou du moins en centaines. Mais sinon, est-ce que nous pouvons dire que plus rien ne sera comme avant, que le 15 juillet va compter dans l'histoire de la politique musulmane, de la politique des pays musulmans, et que beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant? Ah oui, définitivement. Et surtout, il faut bien le rappeler, que l'échec de ce coup d'État et la réaction du parti au pouvoir, elle a été elle a été vraiment exemplaire. Tout a été fait, tout a été fait dans le cadre de la loi. C'est ça justement l'apport du AK Party, du parti au pouvoir, c'est de renforcer justement ce principe de l'état de droit. Donc c'est ça ce qui... Donc définitivement, la Turquie d'avant le 15 juillet est totalement différente, sera différente. La Turquie après le 15 juillet, et nous essaierons de voir. Et aussi, cela dépendra aussi
de ce qu'on appelle le Mejma' Daouli, de ce qu'on appelle et comment va être la réaction des pays partenaires de la Turquie, etc. C'est ça le plus important, c'est qu'ils doivent accepter le fait qu'un peuple musulman comme le peuple turc peut avoir droit au développement, peut avoir droit à se gouverner lui-même, peut avoir droit à la démocratie, justement. Et je pense que, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y a eu certains pays qui sont, peut-être qui vont, ça va se révéler, qu'ils ont pensé qu'il était possible de faire ce coup d'État. Et je pense qu'ils devraient revoir leurs calculs, essayer de comprendre que ça va de l'intérêt de la stabilité au niveau des relations internationales pour qu'il y ait respect du choix du peuple turc et pour qu'il y ait respect des aspirations des peuples musulmans à travers le monde musulman vers un véritable système démocratique qui soit représentatif de leur peuple dans leur diversité. Et il faut qu'eux-mêmes, comme en France, etc., qu'ils acceptent cette diversité au sein de leur propre peuple. Anwar Haddam, on vient de me dire que l'Égypte a empêché à l'ONU une condamnation des violences en Turquie. Je présume qu'on parle de condamnation du putsch, je présume. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais Anwar Haddam, un dernier mot avant de nous quitter. Vous pensez que cela va avoir, que cette merveilleuse aventure du peuple turc va avoir de l'effet sur les autres peuples musulmans, l'Égypte notamment, l'Algérie et les autres? Vous savez, nos pays ont eu des expériences différentes et nous avons eu des chemins différents que nous avons entrepris. Mais il y a un point commun, c'est ça, c'est cette question. Nos peuples se cherchent. Nos peuples se cherchent. Et je pense que s'il y a un dénominateur commun, c'est que maintenant la responsabilité vraiment, elle est sur les deux. Sur l'élite politique, il faut qu'ils se définissent clairement qu'est-ce qu'ils veulent, le respect de la démocratie vraiment, qu'il y ait une culture de démocratie vraiment. Et il faut que l'institution militaire aussi, qu'elle revoie quel est son rôle dans nos pays. Elle devrait être là au service de la nation, au service du peuple, et non pas au service d'une certaine élite contre d'autres, etc. Donc c'est ça le point essentiel. Je pense que, et nous allons œuvrer de notre part, nous allons essayer d'œuvrer pour qu'il y ait ce débat, Inch'Allah, entre l'élite politique et l'institution militaire, parce qu'il est temps. Merci Anwar Haddam. Merci. Nous allons prendre donc donner le mot de la fin à nos deux invités, Mohamed Samraoui et Karim Tabouk. Mohamed Samraoui, le mot de la fin, si vous voulez dire quelque chose pour finir cette émission. Moi, je vais dire seulement que l'échec de ce putsch va certainement renforcer l'emprise d'Erdogan sur les institutions. Donc, ça va permettre certainement à la Turquie d'appréhender l'avenir sous de meilleurs auspices. N'oublions pas que depuis 2013, notamment avec l'affaire, avec la crise syrienne, avec la crise immigratoire, Erdogan était la cible des partenaires, entre guillemets, économiques européens. Il était considéré comme le sultan, le nouveau sultan. Ceci donc, la presse faisait pratiquement de lui quelqu'un d'infréquentable. Et c'est un petit peu l'une des raisons. Bon, effectivement, tout n'est pas rose-rose, notamment, comme vous l'avez si bien dit, la normalisation des relations diplomatiques avec Israël fin juin, l'aide qu'il apportait aux terroristes de l'État islamique. Bon, c'est bien sûr, la Turquie, nous le savons, c'est un membre important de l'OTAN, notamment à cause de sa position géographique, de son rôle de puissance régionale, mais aussi à cause des petits trafics, parce que n'oublions pas que le pétrole qui a été pompé des sous-sols kurdes, irakiens, tout ça, transité par la Turquie,
Et l'un des premiers bénéficiaires sont justement les gens qui occupaient des postes importants. Donc ce côté-là, cet aspect-là, a aussi concouru à noircir un petit peu Oui. Merci Mohamed Samraoui, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Le mot de la fin revient à Karim Tabou. Karim Tabou, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Moi, je pense que nous, militants, nous qui voulons avancer, nous devons tout simplement nous émanciper de nos archaïsmes et de nos traumatismes. Parce que la réalité est là. Nous avons des exemples à regarder, autant sur les expériences démocratiques en Turquie comme en Tunisie. Malheureusement, le pouvoir prend les plus mauvais exemples, il exécute pratiquement des feuilles de route qui sont les mêmes en Égypte ou en Algérie. Et nous devons être capables également de prendre les bons exemples de ce qui se passe en Turquie ou en Tunisie, ou dans des lieux où des militants, des femmes et des hommes sont en train de militer pour reconquérir leurs droits, leur liberté, pour un avenir meilleur. Merci Karim Tabou, et je confirme, ça vient de tomber, que les foules, que le peuple égyptien, le peuple turc, pardon, continue à investir la rue, à manifester sa joie et en même temps son opposition à toute aventure putschiste. Nous apprenons aussi que 2745 magistrats ont été arrêtés pour leur participation au putsch et à la préparation du putsch. Merci à mes invités, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et ça continue, la couverture continue. Merci beaucoup. Ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır.